Le Canada vient de faire l'impensable. En pleine escalade tarifaire, Trump a imposé 35% sur les importations canadiennes, bloquant 2,8 milliards de dollars américains en marchandises et menaçant un flux quotidien de 35 milliards de dollars américains en commerce. Ottawa n'a pas reculé, elle a visé le point le plus vulnérable, l'Alaska. Avec des lois d'urgence, des blocages logistiques et des mesures chirurgicales, elle menace d'étouffer l'économie d'un État qui dépend presque totalement du passage par territoire canadien. Maintenant, le partenaire prévisible s'est transformé en joueur impitoyable, redessinant la carte économique de l'Amérique du Nord. Ce qui a commencé comme un autre échange de piques entre Washington et Ottawa s'est rapidement transformé en tremblement de terre économique. En annonçant des tarifs de 35% sur les importations canadiennes, sous prétexte de contenir le flux illicite de fentanyl, Trump n'a pas seulement ébranlé la confiance entre les deux pays, il a allumé une mèche. En moins de 48 heures, plus de 2,8 milliards de dollars américains en marchandises sont restés bloqués à la frontière, tandis que des usines au Michigan et à New York calculaient déjà les jours restants avant d'éteindre leurs machines. Cette fois, cependant, la contre-attaque n'est pas venue avec des communiqués diplomatiques ou des protestations formelles. Ottawa a choisi de viser le point le plus sensible et le moins protégé des États-Unis, l'Alaska. Un État dont la survie économique dépend presque entièrement du passage libre par territoire canadien. Quelque chose que, jusqu'à maintenant, les Américains tenaient pour acquis. Pour comprendre la gravité, il suffit de regarder la dimension de cette relation. Chaque jour, plus de 35 milliards de dollars américains en biens traversent la frontière. Pétrole, bois d'œuvre, électricité, véhicules et même des intrants de base comme les engrais agricoles et les produits chimiques industriels. En une seule semaine, ce volume dépasse le commerce annuel de bien des pays moyens. Et, comme nouveau facteur de pression, des sources du secteur logistique révèlent que le Canada cartographie des routes alternatives pour rediriger une partie de ce flux directement vers l'Asie et l'Europe, laissant les États-Unis de côté. Mais le 1er août 2025, ce flux a été frappé de plein fouet. Trump a érigé une barrière tarifaire brutale et transformé un partenaire historique en cible directe de sa politique économique. Soudainement, des articles courants du quotidien américain sont devenus plus chers. Café, plus 35%, bois de construction, plus 35%, même le traditionnel sirop d'érable canadien est devenu monnaie d'échange politique. Et comme si ça ne suffisait pas, Trump a élevé la tension en menaçant de doubler la mise. Si le Canada riposte avec des tarifs de 40%, il ajouterait simplement cette valeur à son propre taux, créant un impôt total de 75% sur certains produits. Une escalade qui, en pratique, fonctionne comme de l'extorsion économique déguisée en politique commerciale. Ce que peu ont perçu, c'est que, tandis que Trump utilisait la rhétorique pour faire pression, le Canada se mouvait de façon silencieuse, mais chirurgicale. Et une des premières armes de cette contre-attaque vient directement de la géographie. L'Alaska n'a pas de connexion terrestre directe avec le reste des États-Unis, on ne peut s'y rendre en voiture qu'en passant par territoire canadien. Il n'existe pas de raccourci, route alternative ou détour qui évite ce passage. C'est là que la province de Colombie-Britannique a agi. Les législateurs ont adopté une loi d'urgence qui permet d'appliquer des péages lourds à tous les camions américains à destination de l'Alaska. Et ils sont allés plus loin. Ils étudient l'obligation pour les transporteurs américains d'utiliser des additifs de carburant fabriqués au Canada, sous peine d'amende millionnaire pour non-conformité. Cette stratégie n'est pas seulement un obstacle logistique, c'est du chantage géoéconomique pur, utilisant la géographie comme arme. Et ce n'est pas tout. D'autres provinces se sont aussi mobilisées. La Nouvelle-Écosse a banni les entreprises américaines de concourir pour des contrats publics. Des milliards de dollars se sont évaporés d'opportunités pour les compagnies américaines. Le Manitoba a retiré toutes les marques de boissons alcoolisées américaines des tablettes. Et la Colombie-Britannique a adopté une mesure encore plus provocatrice. Interdire spécifiquement les boissons provenant d'États qui ont voté pour Trump. Ici, entre l'élément nouveau qui gagne en importance dans les coulisses, selon des sources liées au ministère du Commerce international du Canada, le gouvernement négocierait un pacte logistique avec les ports russes de l'Arctique pour créer des routes alternatives d'approvisionnement et d'exportation. Cela ne réduirait pas seulement la dépendance envers les États-Unis,
mais ouvrirait l'espace pour un corridor commercial Canada-Russie via la glace arctique, quelque chose qui pourrait redéfinir l'équilibre des pouvoirs dans le nord de la planète. Mais peut-être la manœuvre la plus sophistiquée d'Ottawa a-t-elle été la création de la Force opérationnelle de sécurité commerciale et économique, un cabinet de guerre qui, loin des projecteurs, a déjà cartographié plus de 60 points critiques des chaînes d'approvisionnement américaines. L'ordre est simple, identifier, isoler et frapper. Les cibles vont des secteurs agricoles et de l'aviation jusqu'aux contrats de défense, élargissant la pression non seulement sur la Maison-Blanche, mais sur les entreprises stratégiques. L'impact se fait déjà sentir par le citoyen ordinaire. On estime que la guerre tarifaire coûte 1 300 $ US additionnels par famille américaine en 2025, non pas en impôts, mais en prix plus élevés pour l'alimentation, les carburants et les matériaux de construction. Parce que, comme tout économiste le sait, les entreprises n'absorbent pas les tarifs, elles repassent le coût aux consommateurs. Pendant ce temps, des alliances improbables se forment et, petit à petit, redessinent le champ de bataille économique. Le gouvernement canadien a articulé l'appui de communautés autochtones, qui contrôlent des territoires stratégiques près de routes commerciales essentielles, de syndicats puissants liés à des secteurs clés comme le transport et l'énergie, et de leaders d'entreprises qui voient dans la crise une opportunité de conquérir de l'espace sur le marché intérieur. Ensemble, ces groupes composent un front domestique, capable de soutenir l'offensive pendant des mois, peut-être des années, si nécessaire. Cette coalition n'agit pas seulement de façon symbolique. Les communautés autochtones, par exemple, ont le pouvoir de vétoyer ou de retarder des projets d'infrastructures, routes et oléoducs sur leurs terres, augmentant la pression sur les entreprises américaines. Les syndicats peuvent organiser des arrêts stratégiques dans les ports et chemins de fer qui transportent les marchandises des États-Unis, élevant les coûts et retardant les livraisons. Et les leaders d'entreprises, alignés avec la stratégie d'Ottawa, repositionnent les contrats et chaînes d'approvisionnement pour exclure les fournisseurs américains, spécialement dans les États politiquement sensibles pour Trump. Chaque mouvement est calculé pour atteindre non seulement l'économie des États-Unis, mais aussi le capital politique de l'ex-président, frappant les régions décisives pour sa base électorale. Au centre de cet échiquier, cependant, se trouve l'Alaska, un État qui, en plus d'être isolé géographiquement, se voit maintenant acculé économiquement. Plus de 90% de l'approvisionnement alimentaire de l'État arrive par des routes qui traversent le territoire canadien. Il n'existe pas de route alternative viable. Sans ce corridor logistique, les supermarchés se videraient en quelques semaines, les carburants deviendraient instantanément plus chers et même les médicaments de base auraient un approvisionnement compromis. Ottawa le sait. Et, contrairement à d'autres disputes commerciales du passé, elle ne semble pas pressée de reculer. Ce qui a commencé comme une simple réponse à des tarifs punitifs se transforme en un conflit stratégique de portée continentale, où chaque jour qui passe renforce la position canadienne. Maintenant, le compte à rebours est silencieux, mais implacable. Chaque jour, l'horloge économique de l'Alaska avance vers l'effondrement. L'épine dorsale de son économie, l'industrie pétrolière, dépend de pièces sur mesure, sondes de forage, modules de plateforme et équipements lourds qui, inévitablement, doivent traverser le territoire canadien pour arriver à l'État. Sans le Canada, pas de pétrole. Sans pétrole, pas de sécurité énergétique pour les États-Unis. Et c'est justement à ce point que le piège politique commence à se refermer. Le gouverneur républicain de l'Alaska, ses représentants au Congrès et toute sa délégation, jusqu'alors fidèles supporters de la guerre tarifaire de Trump, font maintenant face au risque d'un désastre économique fabriqué par les propres décisions qu'ils ont défendues. Le détail le plus déconcertant, c'est que le Canada n'enfreint pas, techniquement, les lois internationales. Il ne fait que charger pour l'usage de son infrastructure et exiger des standards environnementaux plus rigides. Sur papier, rien de cela ne semble menaçant. Mais en pratique, c'est comme serrer, petit à petit, le goulot d'un entonnoir par lequel passe la survie économique d'un État entier. Il s'agit de guerre asymétrique, dans sa forme la plus sophistiquée, et aussi la plus impitoyable. Trump a donné le coup tarifaire. Le Canada a répondu en déconnectant, de façon calculée, le tube d'oxygène économique de l'Alaska. Et le plus préoccupant, Ottawa peut fermer ce flux à tout moment, et Washington n'a pas, aujourd'hui, un mécanisme réel pour l'empêcher. Et ce n'est que le début de la pression. Il faut rappeler, le Canada fournit environ 20% des importations de pétrole des États-Unis et 85% des importations d'électricité. S'il décidait vraiment de serrer la vis, il pourrait réduire ou retarder les embarquements,
créant une instabilité instantanée sur le marché énergétique nord-américain. Oui, cela aurait des coûts pour Ottawa, mais ces dernières années, le pays diversifie déjà agressivement ses exportations vers l'Europe et l'Asie, réduisant la dépendance du marché américain. Pendant ce temps, l'Alaska n'a pas la même marge de manœuvre. Géographiquement isolé, sans alternative terrestre viable et avec une infrastructure portuaire qui ne supporte pas la totalité de ses besoins, l'État est vulnérable comme jamais. Et pour le citoyen ordinaire, les conséquences frappent déjà à la porte. Ces 1300 $ US additionnels par famille cités au début, ce n'est que l'échauffement. Dans des guerres commerciales comme celle-ci, il ne s'agit plus seulement de tarifs. Les chaînes d'approvisionnement commencent à faillir, les prix flambent pour l'alimentation, les carburants et les matériaux de construction, et les entreprises réduisent la production ou coupent des emplois parce que les coûts sont devenus imprévisibles. Le plus révoltant, c'est de voir les deux côtés jouer à la roulette russe avec la vie de millions de personnes. Trump utilise les tarifs comme un marteau-piqueur quand le moment exige un bistouri. Oui, la crise du fentanyl est réelle et mortelle. Mais punir le Canada ne va pas interrompre le flux de drogue qui vient principalement de la Chine et passe par le Mexique. Quant à la réponse canadienne, bien qu'ingénieuse, elle finit par pénaliser des citoyens américains qui n'ont aucune influence sur les décisions de Washington. Les familles de l'Alaska n'ont pas voté pour déclencher une guerre commerciale, mais elles peuvent finir par en payer le prix avec des tablettes vides, des factures d'énergie gonflées et un coût de la vie qui peut flamber en quelques semaines. Pour beaucoup de résidents, la dépendance logistique envers le Canada n'avait jamais été un sujet de préoccupation, jusqu'à maintenant. Soudainement, une impasse politique à des milliers de kilomètres de distance menace l'approvisionnement en nourriture, carburant et même médicaments vitaux pour des communautés isolées. Et, paradoxalement, peut-être cette crise est-elle justement le choc de réalité dont les deux pays avaient besoin, bien que pas pour les raisons que leurs dirigeants imaginent. Pendant des décennies, le Canada et les États-Unis ont vécu une relation confortable et presque automatique. Ottawa s'est habitué à exporter pétrole, bois d'œuvre et minerais vers le voisin du Sud sans penser aux alternatives de marché, tandis que Washington s'appuyait sur l'idée d'avoir à côté un partenaire prévisible, stable et toujours disposé à coopérer. Ce confort a généré de la complaisance. Le Canada n'a jamais avancé avec urgence dans la diversification de ses partenaires commerciaux, et les États-Unis n'ont jamais considéré sérieusement ce qui pourrait arriver si ce lien était mis à l'épreuve. Maintenant, la situation force les deux à affronter des vérités inconfortables. Le Canada perçoit qu'il doit réduire la dépendance structurelle du marché américain et chercher de nouvelles alliances pour protéger son autonomie. Les États-Unis découvrent que rompre ou tendre les relations avec l'allié le plus proche a des coûts concrets, immédiats et politiquement risqués, spécialement en année électorale. Et tout cela survient à un moment particulièrement fragile pour l'ordre mondial. Les tensions avec la Chine marchent vers un point de rupture, l'Europe de l'Est continue d'être instable après des années de conflits et sanctions, et maintenant même, la traditionnelle stabilité de l'Amérique du Nord est en échec. Le monde entier observe, et la question résonne de Tokyo à Berlin. Si les États-Unis peuvent tourner le dos au Canada, que feraient-ils avec nous? Cette impasse n'est pas seulement une guerre commerciale, c'est un test de crédibilité pour le leadership américain dans le système international. Pendant que Washington tente de contenir la crise, la Chine et la Russie trinquent discrètement dans les coulisses. La stratégie de Pékin et Moscou est claire. Exploiter l'usure des relations États-Unis-Canada pour accélérer leur propre partenariat stratégique, offrant des accords sans drame, des délais courts et des conditions compétitives. Plus le monde questionnera la prévisibilité des États-Unis comme partenaire, plus ces puissances auront d'espace pour combler le vide de confiance et d'influence. Le calendrier est implacable. Le 7 août, les tarifs réciproques doivent être repris et le Premier ministre canadien, Mark Carney, se réunit avec son cabinet et les dirigeants provinciaux pour définir la nouvelle ronde de mesures. Si Ottawa décide d'activer les restrictions à la route terrestre vers l'Alaska, nous aurons la première grande épreuve de jusqu'où cette guerre peut aller, avant de causer des dommages irréversibles. Le scénario pointe vers deux chemins possibles. Soit des dirigeants plus rationnels prennent le contrôle et reculent avant que l'abîme ne devienne inévitable, soit nous marchons vers un conflit économique qui peut redéfinir les règles du commerce nord-américain pour des décennies. Il n'y a pas d'espace pour un demi-terme. Au final, cette crise n'est pas seulement à propos de tarifs ou de pétrole. C'est à propos du choix conscient entre construire des ponts ou élever des murs. Pendant plus d'un siècle,
La frontière entre les États-Unis et le Canada a été appelée la plus longue frontière non protégée du monde. Non par naïveté militaire, mais pour représenter la confiance, l'interdépendance et la conviction que certains liens étaient incassables. Aujourd'hui, ce symbole est sous attaque. S'il s'effondre, le préjudice ne sera pas seulement économique. Ce sera une perte de confiance mutuelle qui a pris des générations à construire et qui, une fois détruite, pourrait ne jamais plus être récupérée. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. À très bientôt dans une nouvelle vidéo d'Arbren.